Alors peut-être je vais d'abord très rapidement rappeler les différents types de mémoire, mais vraiment très brièvement, donc je ne vais pas rentrer dans de gros détails. Donc, comme vous le savez, il y a trois types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Donc souvent, la mémoire à court terme et la mémoire de travail sont considérées comme la même chose, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut faire attention. Par exemple, je sais bien que l'article de Wikipédia dit que la mémoire à court terme et la mémoire de travail sont synonymes, or c'est pas du tout la même chose. Et je vais vous expliquer un peu quelle est la différence. Donc si on commence par la mémoire à long terme, l'expression qui est assez parlante, donc la mémoire qui dure plus de quelques secondes, eh bien on peut la diviser déjà en deux différentes catégories. La première catégorie, c'est la mémoire explicite, ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Pour ceux qui font un retour vers l'anglais, les termes sont les mêmes en anglais, donc n'ayez pas peur, c'est exactement la même chose. Donc la mémoire déclarative, en fait, ce sont tous les souvenirs, toutes les données qu'on peut faire émerger consciemment. Ça va être plus clair quand je vais la comparer à l'autre type de mémoire. Donc en fait, c'est toute la mémorisation d'informations sous forme verbale. C'est-à-dire qu'on stocke des informations et puis on peut les faire ressurgir et les exprimer oralement. Alors pour être un peu plus clair, il y a deux types de mémoire déclarative. Donc la mémoire explicite, c'est notamment la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Alors j'explique, la mémoire épisodique, ce sont tous les événements qu'on a vécus. Donc c'est tout ce qui est lié à une date, à un lieu, à un événement qu'on a personnellement vécu. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Ce sont donc des expériences personnelles. Et ça c'est donc pour la mémoire épisodique. Et maintenant la mémoire sémantique, ce sont tout ce qui concerne la connaissance générale du monde. Donc ce ne sont pas des choses qu'on a vécues, ce sont des choses qu'on sait. Par exemple, on sait qu'une pomme est un fruit. Ça fait partie de la mémoire sémantique. Ce sont des informations factuelles. Alors à côté de tout ça, donc ça faisait partie de la mémoire explicite, et évidemment, il y a la mémoire implicite. La mémoire implicite, on la connaît surtout sous le terme de mémoire procédurale. La mémoire procédurale, ce sont, contrairement au savoir, c'est le savoir-faire. Donc c'est tout ce qu'on a appris à faire par la répétition ou par l'apprentissage. Donc la différence avec la mémoire explicite, c'est que c'est automatique, c'est inconscient. C'est des choses qu'on fait sans y réfléchir, alors que la mémoire explicite, c'est se souvenir par un effort conscient de quelque chose. Donc voilà. J'ai parlé aussi de la mémoire de travail, qui est spécifique parce qu'en fait, la mémoire de travail, contrairement à la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme, ce n'est pas un stockage d'informations, ce n'est pas une base d'informations ou de connaissances qu'on a collectées, c'est la façon dont on traite cette information. Donc, ce n'est pas à proprement parler une mémoire, c'est plutôt un processus de traitement et de stockage de l'information. C'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose que la mémoire à court terme. Et la mémoire de travail, c'est ce qui est important, notamment quand on interprète ou quand on fait quoi que ce soit, parce que c'est la façon d'utiliser ce qu'on a dans notre mémoire, ce qu'on a stocké. C'est comment on va l'utiliser pour analyser, pour comprendre, pour apprendre et pour mettre à jour la mémoire. Alors il faut savoir que dans la mémoire, il y a 3 étapes de traitement de la mémoire. La première, c'est l'encodage. Donc c'est quand on reçoit et on traite l'information. Donc c'est là que travaille la mémoire de travail. Donc ce qu'on appelle l'encodage. Ensuite, il y a la consolidation. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on va décider si cette information va dans la mémoire à court terme ou dans la mémoire à long terme. Donc c'est là où est décidé si ce souvenir ou cette information va rester ou partir. Donc c'est ce qu'on appelle la consolidation. Et le troisième élément, c'est la remémoration. Donc c'est quand on va faire ressurgir ces informations, ces souvenirs qu'on a stockés dans la mémoire.
Et voilà, maintenant ce dont j'aimerais vous parler plus en détail, après cette petit aperçu de la mémoire, c'est des tests qui permettent d'évaluer la mémoire des citoyens. Je vous parle notamment d'une étude, je pense que c'est la plus grosse étude qui a été menée sur la mémoire, la plus récente en tout cas, puisque c'est une étude de 2004, une étude qui a été menée en Suède, ouais, et qui a été menée sur, accrochez-vous, 1796 participants âgés de 35 à 85 ans. Donc vous voyez, c'est quand même un échantillon qui permet d'avoir des résultats fiables, parce qu'il y a d'autres études qui ont été menées, et en général, c'était soit pour une centaine, ou maximum 500 personnes, et on s'est rendu compte que pour les études de mémoire, il faut absolument avoir un échantillon très large, parce que les différences qu'on essaie de trouver, elles sont assez subtiles, et que donc avec des échantillons de moins de 1000 personnes, on n'arrive pas à trouver de différence, on n'arrive pas à trouver de conclusions qui permettent de faire évoluer la connaissance, parce que à l'heure actuelle, on en sait encore très peu sur la mémoire, sur la façon dont elle fonctionne, sur les différentes zones du cerveau qui sont activées pour différents types de mémoire. Et bien, tout ce qu'on a, ce sont des suppositions. On n'a pas vraiment de règles qui sont fixées pour savoir comment fonctionne la mémoire, notamment parce que voilà, il faut des échantillons énormes, il faut des études à très grande échelle pour pouvoir trouver des réponses aux questions. Alors je vous parle donc de cette étude qui a été menée par un certain monsieur Maitland, donc un Suédois, et lui s'est intéressé aux différences entre les hommes et les femmes, donc c'est pour ça que j'ai lu cette étude, dans la mémoire déclarative. Alors je vous rappelle, la mémoire déclarative, c'est la mémoire explicite. Donc c'est toutes les informations qu'on fait ressurgir. Donc c'est pas les gestes automatisés, c'est donc la mémoire consciente, c'est pas la mémoire automatique. Et donc comme je vous avais dit, il y avait deux types, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait toute une série de tests pour tester la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Alors on peut se demander comment est-ce qu'on peut décider de tester différents types de mémoire. Eh bien c'est exactement ce que je vais vous décrire. Alors la première chose qu'il a testée, c'est la remémoration de mots. Donc je vous explique. Ça fait partie de la mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'on donne au sujet une liste de 12 mots. Les 12 mots, des mots que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas liés les uns avec les autres. Et on demande à ces personnes de réciter ces 12 mots. On ne leur demande pas de les réciter dans l'ordre dans lequel ils ont été cités, simplement de redonner ces 12 mots. Et on leur donne 1 minute pour retrouver un maximum de mots. Ensuite, il y a le deuxième test, c'est la remémoration des actions. Donc plus des mots, mais des actions, c'est-à-dire qu'on ne donne plus une liste de mots, mais plutôt une liste de phrases. Une des phrases simples avec un sujet, un verbe. Pareil, on leur donne une liste de mots et on leur demande ensuite de retrouver ces mots. Seulement qu'ici, on va en plus leur demander de faire une activité à côté. On va d'abord leur demander de faire une activité pendant qu'on leur dit les mots, donc pendant le moment où ils entendent les mots. Cette activité, dans ce cas-ci, par exemple, c'est ils doivent trier des cartes. Ils ont un jeu de cartes, ils doivent trier les cartes rouges d'un côté et les cartes noires de l'autre. Donc pendant qu'on leur dit leurs mots, qu'on leur dit la liste de phrases, pardon, donc des 16 phrases. Ensuite, on ne va plus leur donner cette activité pendant qu'ils écoutent, mais pendant qu'ils doivent redire ces mots. Donc ils écoutent les mots sans rien faire, les phrases sans rien faire, et puis pendant qu'ils doivent retrouver ces 16 phrases, ils doivent trier les cartes rouges d'un côté, noires de l'autre. Ensuite, le troisième test, c'est la remémoration de faits récemment acquis. Alors c'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'on donne au sujet 20 phrases fictives sur une personne connue. Et pareillement, on leur demande ensuite de redonner un maximum de phrases sur ces 20 phrases. Donc, par exemple, Bruce Willis a 3 chiens. Donc des phrases comme ça sur des personnes qu'ils connaissent, complètement fictives.
Et là, encore une fois, on va changer un peu la façon de fonctionner, c'est-à-dire premièrement, on va leur donner ces phrases oralement. Une fois dans une voix de femme et une fois avec une voix d'homme. Ensuite, on va le faire par écrit. Une fois écrit sur un tableau rouge et la seconde fois écrit sur un tableau jaune. Donc ça, c'est le deuxième test. Et puis enfin, pour ce qui concerne la remémoration, il y a un dernier test et c'est la remémoration d'activité, c'est-à-dire tout simplement qu'on va demander aux participants de redire toutes les activités qu'ils viennent de faire. Donc la liste de tous les tests qu'ils viennent de faire. Donc ça, c'était pour la remémoration. Donc comme vous l'avez certainement compris maintenant avec tous ces exemples, la remémoration, c'est le fait de pouvoir répéter des mots, des phrases, des activités qu'on vient de vous donner. Donc c'est assez simple. Mais en plus de la remémoration, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Et ça, c'est un peu différent de la remémoration parce que la reconnaissance, c'est en fait pouvoir faire ressortir de votre mémoire des informations qui sont stockées, mais pas qu'on vient de vous donner. Donc des informations que vous devriez connaître parce que ce sont des informations sur le monde en général, ça fait partie de la culture générale, vous l'avez appris à l'école, etc. Ou parce que vous avez déjà vu ça quelque part. Par exemple, c'est vous montrer la photo d'une personne et vous dire est-ce que vous la reconnaissez? Ça, c'est la reconnaissance. C'est différent de la remémoration. Et donc, on va tester également la reconnaissance. Et pour ça, on va, comme je l'ai dit, montrer une photo et un nom et monter 10 photos avec un nom en dessous. Et puis, on demande à la personne, de personnes connues évidemment, et on demande aux participants de se rappeler de la photo et du nom. Alors, ça, c'était pour tester la mémoire épisodique. Donc comme j'ai dit, je rappelle quand même la mémoire épisodique, ce sont des événements vécus, donc c'est la mémoire autobiographique. Et puis on va tester la mémoire sémantique. Alors pour ça, en fait, ce qui fait partie de la mémoire sémantique, comme je l'ai dit, c'est la connaissance du monde. Donc on pourrait un peu dire la culture générale, mais également, comme je l'ai dit, des faits très connus comme une pomme, c'est un fruit. Donc c'est ce qu'on sait, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on sait parce qu'on l'a appris. Et donc pour tester ça, on va par exemple demander aux participants de donner un maximum de synonymes à partir d'un mot. Et ensuite, on va simplement leur poser 10 questions de culture générale. Et en plus de ce test, pour tester la mémoire sémantique, on a ce qu'on appelle un test d'aisance, fluency en anglais, et c'est-à-dire qu'on demande aux participants de donner un maximum de mots qui commencent par la lettre A. Et ensuite par la lettre B, etc. Et donc après que cette étude ait été menée, donc, comme vous voyez, c'est vraiment une étude qui a essayé de toucher un maximum d'éléments de la mémoire, donc autant la mémoire sémantique, autant la mémoire épisodique, et sous différents angles, avec différentes, comme je l'ai dit, une fois que vous faites une activité simultanément, il y a autant du verbal que du visuel. Et donc c'est une étude qui a permis de tirer des conclusions qui sont assez fiables. Et notamment, c'est cette étude qui a prouvé que les femmes étaient meilleures en ce qui concerne la mémoire sémantique. Mais qu'elles étaient meilleures uniquement en ce qui concerne le dernier exercice, c'est-à-dire l'aisance, c'est-à-dire pouvoir citer un maximum de mots qui commencent par A ou par B, mais qu'elles ne sont pas meilleures pour ce qui concerne la connaissance, c'est-à-dire pas la culture générale ou la connaissance du monde en général. On a également découvert que les femmes étaient meilleures pour la mémoire déclarative, en général. Donc la mémoire déclarative, c'est ce qui reprend la mémoire sémantique et épisodique. C'est-à-dire que si on prend toutes les tâches et qu'on prend l'ensemble des résultats qu'elles ont obtenus, les femmes sont meilleures que les hommes. Et ce qu'on a découvert également, c'était qu'avec l'âge, puisque comme je l'ai dit, c'était des participants de 35 à 85 ans, donc on a pu également les diviser par groupe et faire ces tests pour différents groupes d'âge, on s'est rendu compte que plus le temps avançait, plus les hommes rattrapaient les femmes. Donc la supériorité des femmes diminuait avec l'âge. Et surtout, cette étude, elle a été assez révolutionnaire parce que toutes les études qui avaient été menées par le passé, qui avaient prouvé que les femmes, en effet, avaient une meilleure mémoire que les hommes, elles avaient été critiquées parce que dans ces tests, on utilise souvent que le côté verbal, c'est-à-dire qu'on va dire des choses et demander aux gens de s'en souvenir ou de s'en remémorer,
Or, il a été aussi prouvé, ça il y a déjà assez longtemps, que les femmes sont meilleures au niveau verbal. Voilà, les hommes sont meilleurs pour tout ce qui est numérique et spatial, mais les femmes sont meilleures à chaque fois qu'il y a des tests verbaux, les femmes sont meilleures. Et donc c'est pour ça que cette personne, le Dr Maitland, dans son étude, il a également ajouté des éléments spatials et des éléments visuels pour justement ne plus avoir cette différence entre le verbal et le spatial. Donc c'est lui qui a prouvé que ben non, même si les femmes sont, si on retire l'élément verbal, eh ben, les femmes sont quand même toujours meilleures. Donc le fait qu'elles sont meilleures n'a rien à voir avec leur supériorité dans le niveau verbal. Évidemment, bon, ben, il faudra encore mener des études là-dessus parce que c'est intéressant, mais comme je l'ai dit, c'est la première étude qu'il a vraiment démontré parce que c'est la première étude à grande échelle. Donc il va falloir y avoir d'autres études et surtout une autre étude qui a été menée mais qui est un peu plus ancienne, qui date de 1997. Elle s'attardait vraiment sur le fait est-ce que ces différences elles sont ancrées, c'est-à-dire est-ce qu'elles apparaissent dès la naissance ou est-ce qu'elle se développe pendant l'apprentissage. Et donc cette personne qui s'est intéressée à des enfants à partir de 5 ans et qui a mené exactement les mêmes tests sur ces enfants, et il s'est rendu compte que dès l'âge de 5 ans, cette différence existait déjà, que donc les femmes, dès l'âge de 5 ans, avaient déjà une supériorité en ce qui concerne la mémoire déclarative. Et donc maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est est-ce qu'il est possible de changer et de rééquilibrer cette différence par l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose de purement biologique? Est-ce que c'est ancré dans le cerveau des hommes et des femmes? Ou est-ce que c'est possible de le changer? Parce que récemment, très très récemment d'ailleurs, une étude qui a été publiée et qui a montré que le cerveau n'était ni féminin ni masculin. C'est-à-dire que si on comparait un nombre très grand de cerveaux masculins et féminins, il n'y avait pas de différence générale. Il y a certes quelques différences si on prend des petites échelles, mais à très grande échelle, si on compare énormément de cerveaux, au final on se rend compte que le cerveau est identique. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir si ces différences comment ça se fait que si le cerveau est le même, au final il y a quand même une différence dès l'âge de 5 ans au niveau de la mémoire, alors que apparemment elle fonctionne exactement de la même façon. Donc il va falloir faire d'autres études pour savoir pourquoi c'est différent et si on peut le changer. Voilà. Ah, tu devais le terrain pour l'avenir, c'est ça? Ouais, je fais ma propre